le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Oh, le micro là. Allez, bonjour à toutes et tous. Évidemment, je ne couperai pas ce passage où j'hurle sur mon micro, puisque vous le savez, il n'y a absolument aucun montage dans ce podcast. On est en one shot. Voilà, épisode numéro 269. Ah oui, quand même. C'est vrai, c'est déjà le 269 ? Ah, attends, mon con, je vérifie. Ah oui. Épisode numéro 269 avec aujourd'hui, encore une interview. La semaine dernière, c'était le panier à café avec le torréfacteur number 2 qui fait un peu de trail. Et ce coup-ci, ostéopathie. Ostéopathie avec Benoît Nave. Benoît qui, si je ne m'abuse, vous ne l'avez jamais entendu en podcast. Même s'il a déjà fait des interviews... peut-être lors de la semaine UTMB ou marathon du Mont Blanc. Excusez-moi, je bois une délicieuse bière de récup en même temps. Il est même pas 10h quand j'enregistre cette petite intro. Il fait déjà extrêmement chaud. Alors par contre, si vous trouvez qu'il fait chaud, peut-être vous habitez à Lyon, ça vous a choqué hier d'avoir 41 degrés à l'ombre. Ça vous a peut-être choqué qu'à 23h, il fasse encore 34 degrés. Vendez immédiatement votre appart. Barrez-vous. Barrez-vous, ça se refroidira jamais. Ça va faire qu'empirer. Tous les modèles, des scientifiques, des trucs, des machins, ils sont sans arrêt en train de réajuster sur le pire. On voulait pas avoir plus de 2 degrés en 2100. Scoop, il y aura plus 4 degrés. Cette semaine, il a fait 48 degrés au Maghreb, donc si tu trouvais qu'avec 41 degrés, tu savais pas quoi faire à Lyon, imagine 7 degrés de plus, imagine all the people qui se barrent de chez lui, eh oui, parce que c'est invivable. À quand la suppression des sports l'été ? Ça vous calmerait, ça. Rassurez-vous, ça arrive déjà avec les feux de forêt. Pour la température, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Ouais, barrez-vous, allez habiter. En fait, il faut habiter, pas forcément dans une zone en hauteur, parce que nous, en Savoie, tu vois, mardi, j'étais encore du côté d'Arèche, qui est quand même, justement, pour enregistrer avec Benoît, 34 degrés à l'ombre. On est dans la vallée du Beaufortin à 1000 mètres d'altitude, il faisait 34 degrés à l'ombre. Tu veux habiter où ? Alors à Tignes, ça va. Voilà, je vais aller 3 semaines à Tignes en août, ça va. Après, on a quand même un été là où il y a pas mal d'orages, du coup c'est pas impossible que j'ai vraiment froid à Tignes, mais bon, c'est pas trop grave. Donc tu veux habiter où ? Voilà, en fait, il faut se barrer des villes, et le problème, c'est que la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, l'Isère, c'est des départements qui sont surpeuplés. Alors moi, j'ai une solution pour qu'on retrouve un peu la fraîcheur d'antan, mais c'est une solution qui pourrait s'appeler la solution finale, et les gens veulent pas l'entendre. Je dis pas qu'il faut faire un peloton d'exécution, ça c'est vraiment très méchant. Juste qu'on pourrait, peut-être, éventuellement, limiter l'urbanisation. Là, dans le village où j'habite, c'est un village... Bon, déjà, tous les champs autour du village, là où je courais quand j'étais petit, où je faisais du VTT, etc., maintenant, il y a des lotissements. Donc, au lieu d'avoir un champ avec des arbres qui recrachent un peu de fraîcheur la nuit, vous avez des routes goudronnées avec des maisons qui ne recrachent jamais de fraîcheur. Donc, c'est vraiment terrible. À chaque fois, quand je suis en bagnole et que je fais un long trajet, à chaque fois que j'approche d'une ville, les degrés ils montent. Donc, barrez-vous des villes. Ou ne dites pas que vous avez chaud. Vous pouvez pas dire j'ai chaud et ne rien faire pour avoir moins chaud. C'est pas possible.
Après, je dis ça, je souffre aussi, hein. Mais c'est un projet sur plusieurs années, évidemment. Tu te dis pas, ah putain, hier j'ai eu chaud, bah vas-y chérie, on déménage, quoi, salut. Allez, c'est parti, on va dans le Jura. Quoi? Non mais attends, il y a l'école pour les gamins demain et tout. Ouais, non, ça se fait pas comme ça, bien sûr. C'est un projet qu'il faut mûrir sur plusieurs années, mais barrez-vous, barrez-vous. Ouais, tout ça pour dire que j'ai chaud. Donc ça n'a rien à voir avec le podcast du jour, puisqu'on va parler ostéopathie avec Benoît, et donc je faisais ma petite séance d'ostéopathie avec lui, et pour une fois, on a pu trouver le temps d'enregistrer un podcast, donc j'aimerais lui dire merci, même si je lui ai déjà dit en l'enregistrant, à Benoît, parce que c'est quelqu'un, donc son téléphone a dû sonner 10 fois pendant qu'on enregistrait le podcast, c'est quelqu'un qui est surchargé de travail. Donc là, je l'interviewe pour de l'ostéopathie, mais il est également nutritionniste, entraîneur. Alors en termes d'entraînement, il a évidemment très peu d'athlètes, je sais même pas s'il en a encore, je vais pas demander. Mais c'est quelque chose qu'il a eu fait, qu'il peut faire. Voilà, il accompagne des gens d'un point de vue nutritionnel. Là, on est sur un truc qui ressemble à Anthony Berthoud, à Sébastien Diffenbrom, donc un truc plutôt calé, plutôt bien ficelé. Avec quand même un savoir-faire, parce que bon, Benoît il a de l'expérience, hein, sans dire qu'il est vieux, quand même quelqu'un qui, ça fait peut-être 30 ans qu'il côtoie des sportifs de haut niveau, et son but, vous allez l'entendre dans le podcast, c'est de leur apporter des vraies solutions rapides à mettre en place. Alors pour pas spoiler le podcast, parce qu'il en parle aussi, en fait à des moments on se heurte à la vie citadine, active, suractive même, je dirais, des années post-2000. Pour moi, la vie, elle est devenue débile du moment où on a eu des smartphones. Avant, ça allait encore. Parce que pour avoir accès à Internet, il fallait s'asseoir devant un ordinateur, il fallait le démarrer, ça prenait un certain temps. Là, vous avez le téléphone dans la poche, il y en a plein, c'est des esclaves. Le téléphone, il sonne, ils le sortent, ils le regardent. Si tu fais ça, t'es un esclave. Moi, mon téléphone, il n'a pas de notification. Que les gens, ils me disent, ouais, tu réponds jamais au téléphone. Bah non, je réponds jamais au téléphone. Après, je rappelle quand c'est important. Mais, pareil, on me dit à quel moment je peux t'appeler pour pas te déranger. En fait, tu vas forcément me déranger. Donc, m'appelle pas. Ou alors, il faut qu'on convienne d'un rendez-vous. Tu sais, des fois, je dis, bah, dans 3 semaines, à 15h le lundi. La personne est un peu choquée, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que même les sportifs de haut niveau, en fait, malheureusement, subissent un peu cette surutilisation au quotidien, parce qu'ils sont addicts aussi au smartphone, mais en fait, du fait de leur entourage proche, ils sont entre guillemets contaminés par tout ça. Parce que du coup, peut-être qu'ils habitent pas dans un lieu qui est vraiment propice à la performance dans leur sport. Peut-être qu'il y a une notion de stress qui est vraiment violente, parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut pas se satisfaire d'un SMIC et vivre au fin fond de la Creuse ou de la Lozère. Aujourd'hui, on veut tous, je caricature, mais il faut vivre à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans les beaux quartiers, avec un bel appartement. Il faut la clim intérieure, il faut le SUV, il faut l'iPhone 14, il faut, voilà, tu vois, alors, je cite caricature, c'est une caricature, bien sûr, tous les pires trucs. Mais en fait, on a toujours envie du toujours plus. Et j'écoutais l'autre fois un podcast d'un médecin qui parlait de finance. Donc en fait, c'est un médecin qui, alors, je sais pas pourquoi, il s'est intéressé un peu à la finance en même temps qu'il était médecin. Et il a fait le constat. Aujourd'hui, il donne des conférences pour ses autres amis médecins. Parce qu'en fait, un médecin gagne quand même beaucoup d'argent. Même si eux vont me dire l'inverse. Par rapport à Abdel, qui étend du goudron l'été par 50 degrés et qui est payé au SMIC, en fait, le médecin gagne beaucoup d'argent. Qu'il le veuille ou non, c'est voilà, juste on constate 2 chiffres différents. C'est purement mathématique avec le signe supérieur, voilà, il n'y a pas de débat. Et le problème, en fait, c'est qu'en gagnant beaucoup d'argent, au lieu d'économiser, d'investir, en menant une vie très simple, peut-être pas en menant la vie d'un smicard, mais en menant la vie de quelqu'un qui a entre 2000 et 2500 euros par mois, les médecins vont avoir tendance, je pense pas ceux qui m'écoutent sur ce podcast, parce que vous faites partie des gens un peu différents, mais
je vois autour de mes parents, il y a plusieurs médecins, et en fait, comment on sait que c'est des médecins? Parce que devant la maison, il y a 2 BMW, il y a un camping-car, derrière la maison, il y a une piscine, la maison, elle est plutôt grande, elle est avec des beaux matériaux en bois, etc., etc. Donc les mecs, en fait, vont systématiquement dépenser le salaire qu'ils gagnent chaque mois. Et du coup, en fait, à la fin de leur carrière, ils se retrouvent avec un très faible patrimoine parce que ta BMW, c'est pas du patrimoine. Quand tu l'achètes, le lendemain, elle a perdu 50% de sa valeur. Donc c'est vraiment un investissement financier de merde. Et donc le gars faisait ce constat-là, et du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah putain, je me suis perdu là. Bon, du coup, on va peut-être s'arrêter là pour l'introduction. Attendez, je bois encore. Ah oui, non, tout ça pour dire, oui, voilà, que le sportif de haut niveau, c'est un peu pareil, en fait, au lieu de se dire, moi, avec 2 000 € par mois net, je peux tout à fait avoir un crédit immobilier pour avoir une maison dans un coin de France qui est très rural et qui est donc très peu cher. J'accède à du terrain, j'accède à un confort de vie où il n'y a pas de stress. Et ça, c'est très important, puisque le stress, c'est peut-être la chose dont on parle le moins dans les podcasts où on essaye de découvrir des secrets de performance. Vous stressez un coureur, le week-end, il fait une mauvaise course. Alors, au début, on résiste au stress, puis à un moment donné, on se laisse submerger, là, on fait de la merde. Donc ouais, tout ça pour dire qu'en fait, on peut se satisfaire de peu et finalement vivre éloigné, mais en fait, on a toujours envie, et c'est un biais cognitif de notre civilisation actuelle, on a toujours envie d'avoir le petit truc. Et moi aussi, mais tous les jours, je suis en contradiction avec moi-même, parce que je suis là, je me contente de rien, et puis d'un coup, je pète un plomb et je m'achète des roues de vélo. Mais ça sert à rien. Les autres, elles allaient très bien pour ce que j'en fais. Mais voilà, j'ai craqué, j'ai eu besoin de me faire ce petit plaisir, et c'est purement débile. Donc on est tous face à ce genre de contradiction, c'est dur de s'en sortir. Déjà, quand on en est conscient, c'est une bonne première étape. Et après, il faut s'en sortir. Donc ouais, voilà, introduction complètement what the fuck, vous l'apprécierez ou pas, je m'en contrefiche. Je vais remercier les nouveaux patriotes, parce que c'est un peu qui font tourner la boutique. Là, tu vois, c'est un peu grâce à eux que j'ai des nouvelles roues de vélo. Mais bon, on fait d'autres trucs sur Patreon. D'ailleurs, sur Patreon, vous allez le voir, j'ai hésité à mettre cet audio là de Benoît sur Patreon, parce que c'est vrai que les interviews vraiment de qualité, comme ça, où on va chercher une personne très intéressante, très difficile d'accès, je crois que ça faisait 1 an et demi que j'avais envoyé le mail à Benoît. Après, je le revoyais en consultation, je le rappelais régulièrement. J'aime réserver ça au Patreon. Mais du coup, là, je le mets sur l'audio un peu commun du mercredi pour toutes et tous, parce que, en fait, il est tellement intéressant que j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Et encore, vous verrez, on n'a fait que survoler les sujets avec Benoît, mais j'espère que ça va piquer votre curiosité sur quelques phrases, sur quelques réflexions. Donc, merci aux nouveaux patriotes qui rejoignent un peu la communauté, la Duke Army. Communauté qui a son cercle d'ultra, puisque vous avez quelques patriotes qui s'organisent entre eux, qui vont faire imprimer des drapeaux. Donc là, niveau débilité, on va atteindre des sommets, pour venir encourager à l'UTMB. Moi, je vais leur fournir des fumigènes, ça va être une dinguerie, quoi. Il est possible à tout moment qu'on foute le feu à la forêt. Donc excusez-nous si l'UTMB est interdit pour les 10 prochaines années, parce qu'on a cramé toute la forêt autour de Saint-Gervais, mais un débordement est envisageable. Voilà, je vais en informer la préfecture pour que les CRS arrêtent la Duke Army. À côté, les images des émeutes, c'était les Teletubbies, tu vois, qui sont dans un champ, qui jouent un peu. Là, attention, là, les vrais rentrent en jeu. Là. Alors, je rigole, bien sûr. Donc, les nouveaux patriotes, merci Aurélien Boeuf, merci à Simon Lardinois, Nicolas Notterman, Armand Sanson, Thierry, Dama, Antonin Courtet, Valentin Pi. Grand bonheur de voir Valentin rejoindre le Patreon. Un homme aux cuisses exceptionnellement grosses. On est sur du Dmitri Mitiaev. Quentin Boinel aussi, ça m'a fait plaisir. Clément Decoq. Et le retour du double champion de France, 200 km, Benjamin Paulin, qui revient sur le Patreon, bien sûr.
Édouard Leculier qui revient et Pascal Joubeau. Voilà, on ne peut s'en passer et vous allez être récompensé puisque vendredi vous avez un superbe article pour la course que je vais faire. D'ailleurs, je le révèle un peu à la populace, c'est Lager Ultra Trail pour me venger entre guillemets d'Istria. Quelques news au niveau de mon métier de speaker. Du coup, je travaille pas ce week-end. C'est aussi pour ça que j'avais pris le dossard en septembre pour Lager. Je suis inscrit depuis septembre à Lager. Au début, je voulais y aller pour faire une petite rando et prendre 3 Running Stones en mettant 15-16 heures. Et finalement, j'y vais en mode vrai objectif, puisque je me suis raté à Istria. Et du coup, voilà, j'ambitionne de mettre moins de 12 heures. Tous les détails sont sur Patreon avec 3 documents à télécharger et un audio de 50 minutes. Il y a beaucoup de gens qui se désabonnent du Patreon parce qu'en fait, je les surcharge de documents, tu sais. Et je sais. En fait, moi, j'ai un rapport à l'argent où, quand tu vas me donner de l'argent, je peux pas juste le recevoir en mode don. Je suis obligé de me dire, putain, mais le mec, il m'a donné ça. Il faut qu'il ait quelque chose en échange qui le vale, quoi. Et j'espère, j'en suis convaincu, parce que les gens restent en général, que c'est bon. Quelques news niveau athlète, voilà, c'est Lager, c'est cette semaine, donc je le révèle un peu à la populace. Tout est sur le Patreon. Voilà, donc je vous laisse ici. Déjà, l'introduction est longue. En plus, avec Benoît, on a parlé quasiment 1 heure. Il y a un autre audio de plus de 3/4 d'heure ce vendredi. Voilà, la parole du Duc se fait entendre toute la semaine avant le Lager. Donc j'espère que je vais pas me tordre la cheville au kilomètre 12. Ce serait vraiment très con. Allez, bonne écoute avec maître Benoît Nave qui nous abreuve de son savoir que j'ai pu attraper entre son repas et le fait de bâtir sa propre maison. Donc voilà, il était fatigué, mais il a pu répondre un petit peu avant de retourner faire du béton sous 34 degrés. Voilà, ce qui était donc une très belle journée sportive pour lui. Bonne écoute, et j'espère avoir quelques retours, quelques questions de votre part suite à ça. Et même Benoît, ça lui fera vraiment envie, parce que vous allez l'entendre. Ce qui lui fait plaisir, c'est d'aller dans le détail, d'aller peaufiner, mais pourquoi un tel ou un tel il n'y arrive pas, qu'est-ce qui le bloque, etc. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec mon ostéopathe. Alors c'est pas seulement le mien, c'est l'ostéopathe de plusieurs personnes. Benoît Nave. Benoît, salut. Salut Hugo. Alors, aujourd'hui, j'avais pas mal de questions à te poser au niveau de l'ostéopathie, puisque beaucoup de coureurs viennent te consulter, puis d'autres. Commençons déjà simplement en définissant un petit peu ce que c'est l'ostéopathie, parce que, par exemple, tu vois, quand j'étais coureur en vélo, j'ai consulté un ostéopathe quand j'avais 18 ans, et quand je suis entré, je savais pas du tout ce que c'était. C'était ma mère qui m'avait dit d'y aller, et voilà. Alors, l'ostéopathie. Je vais donner donc ce qui est ma définition. C'est une définition, je pense que je vais essayer de la faire comprendre correctement. En fait, dans le corps, il y a une relation permanente entre les structures et les fonctions. Ce sont les fonctions qui définissent les structures, en quelque sorte. Pour donner une image à ce propos, vous savez probablement tous que quand on envoie quelqu'un en apesanteur pendant plusieurs mois, quand il redescend, il a de la densité osseuse et il est devenu ostéoporotique. Un astronaute qui est resté 6 mois en apesanteur, en fait, on ne peut pas le remettre debout tout de suite. Un petit vieux qui est resté alité dans son lit à l'hôpital pendant 3 mois, on ne peut pas le remettre debout tout de suite, il est ostéoporotique. Et tout ça, pourquoi ? Tout simplement parce que l'os n'a plus de raison d'être, puisqu'en fait, il ne supporte plus aucune contrainte. Donc, il y a une déminéralisation de l'os. Voilà. Et bien, en fait, il est vivant. Si tu l'utilises pas, il fait le feignant. Exactement. Et dans le corps, en fait, toutes les structures, elles ne sont là, elles ne sont présentes que parce qu'elles répondent à une fonction. Donc, il y a donc une relation permanente entre ces structures et ces fonctions. Et lorsque les liens entre les différentes structures sont déséquilibrés, et là, pour le coup, c'est dans l'autre sens que ça se passe, ça va altérer la fonction. Par exemple, si
le rapport entre deux segments osseux par le biais d'une articulation est un petit peu déséquilibré, eh bien, toutes les structures qui sont autour de cette articulation ou qui vont d'un segment osseux à l'autre, eh bien, en fait, elles vont subir des tensions qui sont anormales et on va commencer à avoir des douleurs, une inflammation chronique, etc. Voilà. Le cas d'une tendinite. Voilà, et à ce moment-là, venir chez l'ostéopathe permet de libérer les tensions Eh ben, et en fait, de libérer la zone lésée. Exactement. On va réharmoniser les structures articulaires entre les segments osseux. Et de cette manière, si l'individu est dans un état de santé correct, l'inflammation va s'estomper très très vite. Ah, alors attention, là, tu mets une nuance. Exactement. Je l'ai pas fait par hasard. L'ostéopathe ne peut pas faire tout le boulot, alors. L'ostéopathe ne peut pas faire tout le boulot. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi nutritionniste. Ah mais t'as même pas lu mon carnet, c'était ma deuxième question. Non, en fait, mon job me permet, celui de tous les ostéopathes d'ailleurs, normalement, ça nous permet aussi de faire du diagnostic. C'est-à-dire que comme on a les tissus de l'individu sous la main, on est très vite capable de sentir si l'individu est en bonne santé ou pas vraiment, s'il y a un état inflammatoire chronique qui entretient de façon exacerbée, exagérée, les phénomènes douloureux et inflammatoires, même quand les rapports articulaires ou entre les différents types de fonctions, de structures, sont corrects. Ah oui, parce que toi, tu remets la mécanique dans le bon sens, en gros. Et derrière, pour que la tendinite, elle soit plus inflammée et qu'elle nous fasse plus mal et que ce soit terminé, en fait, il faut que ça circule bien, qu'on apporte les bons nutriments, tout ça, et peut-être chez certaines personnes, ça coince un peu. Exactement. En fait, si, je vais te donner un petit exemple, mais si tu as des ratios entre les oméga 6 et les oméga 3 qui sont pas corrects, si oui, tu as c'est classique, ça. un taux d'homocystéine un peu trop élevé, c'est-à-dire, alors l'homocystéine c'est une molécule que le corps fabrique en permanence, mais qui normalement ne crève pas le plafond quand tes apports en vitamine B, B2, B6, B9, B12 sont corrects, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, et donc là, quand l'homocystéine monte, ça favorise les phénomènes inflammatoires chroniques, par exemple. Voilà. Ok, du coup, t'es aussi nutritionniste, mais t'es aussi entraîneur. Alors oui, tout à fait. Pas de nombreuses personnes, parce que ça prend beaucoup de temps. Au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Non, mais en fait, c'est des choses qui sont très complémentaires. Donc, oui. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a fait, question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui a fait que toi, ton métier principal, parce que c'est ce qui occupe quand même le plus de temps dans ta semaine, c'est l'ostéopathie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé vers ça et pas vers faire des bilans nutritionnels ou faire du coaching ? Alors, je dirais qu'on me colle ou je me suis collé une étiquette d'ostéopathe au départ, peut-être. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est la physiologie. Ah. Voilà, tout simplement. Ce qui me plaît, ce qui me botte, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le corps au mieux et d'essayer d'en optimiser tous les fonctionnements. C'est ce qui me botte, en fait. Et donc l'ostéopathie, c'est un outil pour optimiser les aspects biomécaniques essentiellement, circulatoires parfois aussi. La nutrition, c'est un outil ultra puissant pour optimiser les fonctions de l'organisme, parce que là, on va toucher directement en fait à l'expression du gène. La physiologie de l'effort, par le biais des techniques de stimulation et donc d'entraînement, c'est encore un autre outil pour optimiser le fonctionnement de l'organisme chez celui qui a envie d'être performant dans un sport quelconque. Et puis finalement, tu peux pas faire une seule chose en occultant les autres. C'est impossible. C'est s'entraîner comme un bourrin. Si tu te nourris pas comme il faut à côté, ça marche pas longtemps. Et si tu te nourris super bien, mais que tu t'entraînes vraiment trop comme un bourrin, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et si tu te nourris correctement et que tu t'entraînes correctement, mais que tu t'es fait une double entorse de cheville et que tu n'as pas réparé le truc, ça marchera pas non plus. Ouais. Et donc en fait, tous ces outils-là sont extrêmement complémentaires et en fait, on arrive à reconstituer le Rubik's Cube là, de façon assez sympa.
C'est marrant ce que tu as dit parce que tu disais que tu voulais optimiser la performance et moi je t'ai parlé uniquement de l'ostéopathie où tu répares quelqu'un qui vient et dit Salut Benoît, je me suis fait mal à la cheville, tu peux regarder, machin truc. Et en fait, on pourrait imaginer aussi un autre type de patient, il vient te voir par pur entretien, on va dire. Il y en a. Il y en a. Tous les trimestres. Et en fait, lui, il sent rien. Ouais. Il se dit, moi, ça va, je vais bien, quoi, je m'entraîne comme il faut, je n'ai pas spécialement de douleur. Et il vient te voir par pur entretien, et là, toi, tu trouves des trucs. Ah oui, très régulièrement. Alors, Mais c'est déjà arrivé qu'il y a un mec qui soit venu, tu n'as rien à faire. non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, d'un point de vue mécanique, il y a... on a une structure qui est globalement symétrique. Le problème, c'est qu'on l'utilise de façon asymétrique en permanence. Alors, pour plein de raisons. Hein. C'est d'abord parce qu'en fait, on a tous un œil directeur. Donc, par exemple, quand tu marches dans la rue, tu as déjà essayé de tirer à la carabine, à l'arc, ou au pistolet, ou avec... voilà. Eh bien, tu peux pas tirer de la même façon avec l'œil gauche ou avec l'œil droit. Non. Tu n'as pas la même Ah oui, précision non, du tout. tu Ça fais marche qu'avec pas. un seul. Voilà. Donc, en fait, tu utilises ton œil directeur en permanence, et ce qui fait que même si tu veux aller tout droit dans la rue, en marchant, eh bien, en fait, tu marches pas la tête parfaitement axée en face de l'objectif. Tu tournes très très légèrement, sans même t'en apercevoir, de façon à ce que ton œil directeur soit pile en face de l'objectif Ah oui, c'est lui figé. qui... Donc du coup, tu utilises ton organisme tout le temps, un tout petit peu de façon vrillée, et je te parle même pas du fait que tu as une jambe d'appui, un bras plus fort, un pied d'appel, que souvent tu mastiques beaucoup plus d'un côté que de l'autre, que souvent tu dors plus d'un côté que de l'autre, quand tu dors pas sur le ventre par exemple, avec la tête toujours tournée du même côté. Moi, je dors toujours avec la tête du même côté. Et ben voilà. Et donc, Tu saurais deviner de quel côté je tourne la tête? alors, il faudrait que je remette mes mains sous ton... Parce que là, j'ai plus en mémoire. Mais je peux le retrouver très aisément, en fait. Chez tout le monde, je peux presque le déterminer, ça. Et... On fera le test après. On fera le test. Et du coup, en fait, tu fais fonctionner cette structure qui est symétrique à la base de façon asymétrique en permanence. Donc, de temps en temps, il faut un passage au marbre. Où je vois, des fois, tu prends l'habitude de croiser tes jambes et tu les croises toujours dans le même sens. Dans le même sens. Exactement. Ouais. Du coup, ça tire que dans un sens. Voilà. Plus terre à terre, quand tu fais de la piste, tu fais toujours dans le même sens. Ben ouais. Alors, typiquement, les gens qui sont pas pistards et qui n'ont pas d'intérêt particulier à optimiser leurs gestes sur la piste. Il faut pas y aller. Tu peux y aller, mais il faudrait pouvoir faire les séances, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ah, oui. Un coup en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et un coup dans l'autre sens, quoi. Tu vas pas demander à un coureur de 800 ou de 1500 de faire ça, parce qu'en fait, il perdrait trop ses repères. Mais par contre, pour un trailer, c'est bien mieux de faire comme ça. Et c'est quel sportif qui viennent te voir en consultation? Alors, on a tout. Oui, alors franchement, j'ai tout. Moi, j'ai bossé avec des alpins, tu vois, j'ai bossé avec des gens qui ont gagné des Coupes du Monde dans différentes disciplines du ski alpin. J'ai bossé avec les biathlètes, l'équipe de France de biathlon. J'ai bossé avec les skieurs de fond. J'ai bossé avec des coureurs à pied, des cyclistes, en athlétisme avec des sprinteurs. Je sais pas, Leslie Jones, Ronald Pognon. Ah ouais, putain, t'as eu cela. C'est l'équipe de France 2003, ça. Hicham El Guerrouj. Au mondiaux d'Helsinki. Ouais. Ou le grand Hicham, le recordman, exactement, 1500. ouais. Mais comment tu l'as rencontré? Ça s'est fait par le bouche à oreille, en fait, petit à petit. Les gens viennent te consulter parce qu'ils ont su que tu as soigné un tel ou un tel, et puis du coup, ils n'arrivent pas à régler un problème, et donc ils finissent par trouver... parce que t'es loin de Paris, quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Donc, ouais, ça m'obligeait à faire des allers-retours en train régulièrement. Ah ouais, Hicham, c'est toi qui vas le voir. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas lui qui vient à ton cabinet. Allez, c'est la star. On entend partout, partout, j'en sais rien, mais tu sais, des fois les gens ils sortent de l'ostéo, ouais, ça a craqué et tout. Et t'as plusieurs techniques d'ostéopathie. Alors, il y a plusieurs façons de bosser. Moi, je bosse régulièrement avec plein de façons différentes. Des fois avec des techniques de stimulation musculaire qui sont très énergiques, mais où ça fait pas du tout le moindre bruit. Je vois, ouais, tu viens frotter comme ça fort sur la peau. Ouais, exactement. Après, quand je bosse au niveau crânien, ça fait pas des cracks, comme on dit. Alors, un petit peu quand même. Ça dépend. Quand c'est vraiment sur les parties oui, de la voûte crânienne, en fait, ça fait pas de bruit. Hein. Heureusement pour toi d'ailleurs.
Et puis sinon, après, alors ce qu'on appelle craquement, en fait, c'est pas un craquement, hein, c'est plutôt un claquement, parce qu'en fait, c'est une modification de la pression qu'il y a au sein de l'articulation. Mhm. Il y a une petite modification de pression quand tu peux faire une manip. Parfois, ça arrive, hein, ça fait pas tout le temps d'ailleurs. Mais en fait, on se contrefiche de ça. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas que ça fasse du bruit ou pas de bruit. Le but du jeu, Ça c'est veut que... pas dire que la manip est réussie, quoi. Voilà, exactement. Ah, c'est-à-dire que si ça fait du bruit, ça veut pas dire qu'elle est réussie. Si ça fait pas de bruit, ça veut pas dire qu'elle est pas réussie. Mhm. Donc c'est valable dans les deux sens. Et en fait, ce qui compte, c'est de revérifier après et de bien voir que l'articulation a retrouvé la mobilité souhaitée. En fait, c'est ça qui est le plus important. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise des techniques qui sont un peu énergiques, mais c'est parce que j'ai pas envie de revoir 3 fois ou 4 fois le même patient pour le même problème sur ma table quand ça peut se régler en une seule fois. Je trouve que ça serait de l'escroquerie. D'une part, et puis les gens, ils ont quand même mieux à faire que de faire en 4 fois ce qu'ils peuvent faire en une fois. Mhm. Mais par contre, quand tu es à l'école d'ostéopathie, mais t'étais par exemple avec Philippe Gignac, Ouais. et lui a une méthode d'opérer qui est différente de la tienne. Ouais. Alors vous avez suivi le même cursus. On a suivi le même cursus, mais en fait, c'est chacun en fonction de son parcours professionnel, son ressenti, de ce qu'il a. Voilà, c'est vraiment tout le fil de tes expériences diverses qui font que tu te diriges vers plus tel ou tel type de pratique. Personnellement, moi j'ai eu à bosser très très vite dès la fin de mes études avec des athlètes de très haut niveau. Et il fallait que je trouve systématiquement, dans de nombreux cas, un moyen de leur permettre de reprendre leur activité dans les heures qui suivaient Ah ouais. l'intervention. Quand tu as, je sais pas moi, une Anne-Caroline Chausson qui vient de prendre Oula, elle était au JO, alors. bien sûr, qui vient de prendre une énorme gamelle en qualification d'une Coupe du Monde de descente. Et tu sais que 3 heures après, il faut qu'elle soit d'aplomb pour participer à la finale et qu'elle ait une cheville qui a triplé de volume. Et ben, tu n'as juste pas le choix, quoi. Il faut que tu trouves la technique pour libérer les structures, faire en sorte que la cheville soit fonctionnelle avant que le kiné fasse son job pour la strapper et qu'ensuite elle puisse accomplir sa manche dans des conditions correctes. Voilà. Ouais, mais là, si la cheville a doublé de volume, c'est qu'elle a quand même tiré sur un ligament. Elle a tiré c'est sur le pas- ligament, mais une fois que tu as rétabli les structures et que la cheville elle fonctionne sans, et où il n'y a plus de restriction de mobilité, du coup, même s'il y a un œdème, à partir du moment où ça va fonctionner dans l'axe et bien strappé, en fait, la douleur, elle est tout à fait supportable. Elle redevient fonctionnelle, en fait. Voilà. Il ne faudrait pas qu'elle aille courir en descendant dans un pierrier, mais sur un vélo, ça le fait, par exemple. Ouais, ou dans la Ou chaussure quand de ski, t'as, en tout cas. Un athlète qui joue une victoire dans le Tour de France et qu'il y a un début de tendinite et qu'il faut intervenir la veille d'un contre-la-montre décisif, tu n'as juste pas le choix non plus, quoi. Il faut que le mec, le lendemain, tu peux pas lui dire revenez dans 3 semaines, monsieur. Ça marche pas, ça. Donc en fait, tu es obligé de trouver en permanence les techniques les plus efficaces sur l'instant. Et une fois que tu as trouvé les techniques qui étaient très efficaces quasi immédiatement, pourquoi ne pas les appliquer au commun des mortels et faire en sorte que même le patient lambda puisse en bénéficier. Ah ok, ouais, c'est intéressant. En plus, tu m'avais sauvé mon premier UTMB, Benoît, qui a été le début d'une longue série, puisque, je sais pas si tu te rappelles, en 2018, je m'étais arraché les ligaments de la cheville. Ouais, je me rappelle de La ça. cheville gauche, bon, depuis elle a une sale tronche parce que je suis Oui. allé te voir, mais j'ai pas continué en faisant la reprise avec le kiné, tu vois. Je me suis arrêté à l'ostéo, ce qui était une bonne première étape, mais il aurait fallu le deuxième. Et tu m'avais remis la cheville, bon, il y avait quand même 2 ligaments arrachés, c'était une patate. Et tu m'avais dit, parce qu'après tu donnes les conseils, donc tu m'avais dit, bah voilà, dans 5 jours tu peux recourir sur une petite pelouse, donc j'étais allé à Marco, là, du côté de Beaufort. Et après, tu peux courir un petit peu sur route. Donc après, j'avais couru pendant 2 semaines sur route. Et après, j'étais retourné dans les chemins. Et tu m'avais dit, par contre, là, ta cheville, elle tient pas. Donc là, elle marche, mais faut pas que tu la retordes. C'est ça. En fait, T'avais quand même donné un conseil. Bon, là, ça va qu'on se connaissait, mais ouais, c'est un peu. pour le commun des mortels, tu peux pas trop dire ça, quoi. Ben oui, c'est sûr. Là, je savais à qui j'avais affaire. Ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. Il faut savoir que quand l'entorse a été un peu importante, si le ligament n'est pas complètement arraché,
Un ligament, ça cicatrise vraiment en 8 ou 9 mois minimum. Ah, tu m'avais dit 6-7. Ouais, ah bah je m'étais gouré de 2 mois là. Non, c'est 8-9 mois minimum pour que ça cicatrise vraiment bien. Même s'il n'y a plus de douleur au bout de 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut derrière mettre en place une stratégie pour réinformer la réactivité musculaire pour compenser au moins temporairement la fragilité du ligament. Ah oui, il m'avait manqué la reprise chez le kiné, parce que du coup ça s'était assez mal soigné, puis sans surprise je l'avais retordu plus tard. Quand on vient de voir comment ça se déroule une séance un peu type, parce que finalement que le patient y vienne en guise d'entretien comme ça régulièrement dans l'année, parce que c'est quelqu'un qui fait attention à lui, ou parce qu'il a un problème, toi tu vas pas sauter sur le problème, t'as toujours un peu la même manière de procéder, non? Alors déjà je l'écoute et je le regarde. Souvent parfois en quelques secondes, régulièrement 2-3 minutes, quand c'est pas des cas complexes, j'arrive maintenant avec l'expérience à comprendre et aller rapidement au problème d'origine, hein, pas forcément là où il y a le symptôme, où ça fait mal, mais parfois il me faut un peu plus de temps pour arriver à comprendre, hein, ça c'est clair. Quand les cas sont complexes, c'est-à-dire tu as des gens qui ont cumulé beaucoup soit de pathologies surajoutées, soit de traumatismes, de polytraumatismes répétitifs. Ça arrive, hein. Tu as des gens qui ont eu un gros accident de voiture, puis une grosse chute en parapente, puis un gros carton en ski, puis etc. Et là, pour arriver à démêler les nœuds dans le bon ordre, c'est pas toujours facile de le faire rapidement, quoi. Et est-ce que donc l'interrogatoire, ouais, en fait, c'est l'interrogatoire qui va te permettre d'aller rechercher vraiment, puis après l'examen sur l'individu, ce qu'on appelle l'examen clinique du patient, une fois qu'il est un peu déshabillé, on va essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Mais l'interrogatoire est vraiment, vraiment primordial dans ce cas-là. Et est-ce que tu te heurtes pas aussi un peu à la mauvaise santé des gens maintenant de plus en plus? Alors, c'est-à-dire, toi, tu arrives à le remettre en état, mais tu sais pertinemment qu'en fait, il va revenir te voir dans pas longtemps. Ça, c'est plus fréquent chez les patients qui sont pas sportifs. Chez les sportifs, il y en a, mais c'est moins fréquent. Chez les non sportifs, il y a des gens, je sais très très bien que je vais les revoir tous les 2-3 mois s'ils prennent pas leur santé en main d'un point de vue nutritionnel. Ça, c'est une certitude. Et donc, souvent, je tends des perches. Parfois, les gens les saisissent rapidement. Parfois, il leur faut plus de temps pour arriver à comprendre ou à laisser pousser la petite graine qui a été semée. Et puis parfois, c'est rédhibitoire et en fait, il n'y a pas d'évolution possible dans la prise en charge que le patient a vis-à-vis de lui, quoi. Ouais, en fait, il a trop l'impression de venir en venant chercher le petit coup d'outil magique. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, il a 50% de la part qui est en lui. Bien tassé, ouais. Et toi, finalement, t'es là juste pour débloquer des choses, mais il faut que derrière, ça... Nous, en tant que thérapeute, on est juste des interfaces entre le patient et lui-même, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on fait pas de la magie, hein. On est juste des interfaces, c'est tout. Et c'est le patient qui a l'essentiel entre ses mains, bien souvent. Ah, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, moi, vu que je me suis laissé aller cet hiver. Et du coup, tu vois, ça c'est une question personnelle qui m'a fasciné. Donc on vient sur la table, tu nous remets en place, et on sent la manipulation. Quand on sort, tu vois, on voit qu'on bouge mieux, etc. Mais comment être sûr que quand tu as remis l'articulation comme il faut, elle se redéplace pas 2 jours après parce que, je sais pas, j'ai charrié 2 cartons. Alors, tu vois, moi, quand je sors de chez toi, je monte dans la voiture pour rentrer, parce que t'es à Annecy, je suis à Chambéry. Et tu sais, j'essaie de pas bouger, de faire des activités calmes toute la soirée. Mais t'as raison en plus. Alors, tout dépend du motif de consultation, vraiment.
C'est-à-dire que si tu es venu parce que tu t'es un peu tordu la cheville, je te parle pas de la grosse entorse, mais tu t'es un peu Ouais, elle tordu part, la on cheville. réceptionne, Voilà, ça tire un peu. Ça tire un peu, tu sais que du coup elle est pas très stable et tu te dis ben là dans 15 jours j'ai une course, je vais pas prendre le risque de prendre le départ comme ça, donc voilà, je vais faire ce qu'il faut pour être certain que la cheville fonctionne correctement avec une bonne stabilité. Donc tu viens, clairement je vais te préconiser de ne pas aller courir sur un sentier sur un parcours instable dans les 4-5 jours qui suivent la séance, évidemment. Dans ces cas-là, on va aviser avec Patrick, mais du coup, tu vas sûrement aller faire un petit coup de vélo pendant 2-3 jours. Lui, il t'écoute. Hein. Et puis après, tu vas sûrement faire 1 ou 2 footings, reprise progressive sur du terrain stable, avant d'aller retrouver les chemins. Pareil, le mec qui s'est fait un lumbago en soulevant une armoire, évidemment que tu vas lui dire que en fonction de la gravité, des fois entre 5 jours et puis 3 semaines, 1 mois, il va éviter d'aller à nouveau déménager son pote ou changer le frigo de place. Donc, et puis à côté de ça, tu vas aussi pouvoir donner pas mal de conseils pour non pas forcément éviter que le problème ne revienne jamais, mais pour faire en sorte qu'il revienne moins souvent. Il y a des gens qui ont clairement une fragilité dans telle ou telle zone du corps. Tu vas pouvoir leur dire que c'est dû à tel ou tel type d'habitude de fonctionnement. Ils ne peuvent pas changer certaines de ces habitudes, c'est comme ça. Donc tu peux leur proposer, je sais pas moi, tel ou tel type d'exercice de yoga ou de stretching ou pour compenser en fait certaines habitudes qu'ils vont pas pouvoir modifier. Celui qui est en caisse au supermarché et qui fait toujours le même geste dans le même sens, évidemment que tu peux pas lui dire d'arrêter de faire ce geste, c'est son job, il gagne sa croûte comme ça, on peut pas y faire grand chose. Donc c'est à toi de trouver une solution pour essayer de consolider, renforcer, solidifier, contrecarrer un peu par certains gestes cette espèce de micro-traumatisme répétitif par un geste qui se fait toujours dans le même sens de rotation. Si tu commences à lui dire faut que vous alliez faire tel exercice de musculation, tel exercice, ça doit être dur à entendre pour certains. Donc il faut trouver les petites astuces qui conviennent à chacun selon leur mode de vie et le temps qu'ils peuvent y investir aussi. Ouais. Mais ça vaut la peine parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure sur la boule que j'ai sous le pied. Ah oui, par exemple. Quand tu m'as vu il y a 2 mois. C'était juste après Istria en fait. 1, 2. Ah ouais, il y a 2 mois et demi presque. Ouais. Elle était à son paroxysme, elle était très très grosse, la boule sous le pied, et du coup, tu m'avais dit, là, à part opérer, tu vas rien pouvoir faire de mieux. Et finalement, aujourd'hui, tu m'as revu et... Elle est vachement mieux, ouais. Et tu sais comment j'ai fait ? Ah oui, tu me l'as expliqué, mais et... tu l'as massé déjà, j'ai repris en main ma nutrition. Ouais. Pour arrêter de faire des pics de glycémie dans la journée. Donc moins inflammatoire. Du coup. Parce que ça, c'est ça. Quand le sucre il se balade en trop grande quantité dans ton sang. Ça crée de l'inflammation chronique. Ouais. Et c'est le problème des diabétiques, parce qu'en fait, eux, ils peuvent rien. Le sucre va trop se balader dans le sang, et ça leur abîme les vaisseaux sanguins. En fait, ça, je te coupe, mais c'est important à savoir. Il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe quand la glycémie n'est pas régulée. En fait, dès qu'on arrive à un niveau de résistance à l'insuline qui n'est plus physiologique, on n'est même pas au diabète encore, hein, c'est juste de la résistance à l'insuline. En fait, ça crée un état inflammatoire chronique qui va amplifier l'apparition précoce du diabète, et le diabète et l'inflammation amplifient la résistance à l'insuline. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage. Exactement. Donc ça, c'est super important à comprendre. Un état inflammatoire favorise la résistance à l'insuline, qui elle-même favorise l'inflammation. Et du coup, après, j'ai fait... donc dans un premier temps, je suis venu te voir pour que tu me remettes d'aplomb après Istria. Ouais. Et je me suis pas arrêté là. Après, je suis allé voir le kiné. Donc là, c'était Cap Prévention. Ouais. Qui finalement m'a vite fait regarder le pied. Mais enfin bon, ça s'est arrêté à 2-3 papouilles. Et après, il m'a dit, tu vas faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. 2 fois 1 heure par semaine, quand même. Ouais. Et je m'y suis tenu, et tu vois, ça a musclé le pied autour.
Ça a dû tirer un peu dans le bon sens, et du coup, la boule, progressivement, elle a disparu un peu. Entre ça et les modifications d'habitudes Alimentaire. alimentaires. Voilà, Ouais. exactement. Et puis un petit peu de massage tout seul avec ma petite baballe, là, mais du coup, on est passé du stade où on se disait qu'en fait, il n'y avait rien à faire à part l'opération, au stade où je me dis, mais en fait, pourquoi je vais me faire opérer? Mhm. Parce que ça me gêne plus. Alors, réponse dans quelques jours avec l'ultra, là, mais voilà quoi. Du coup, pour revenir un peu à mon interrogation, tu nous parlais des conseils que tu donnais sur l'après-séance. Ouais. Donc j'ai rapidement compris qu'il n'y avait pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Parce que Exactement. des fois, tu me disais, va faire un footing demain. Mm. Et je crois que le plus que tu m'as interdit, c'est 3 jours sans courir. C'est possible. Ouais, s'il y avait peut-être des fois où tu te rappelles. Quand je suis venu te voir pour la rotule, pour la fracture on de en parlera rotule. tout à l'heure, je suis venu Ouais. plusieurs fois là. C'est l'une des rares fois où tu es venu plusieurs fois. C'est la seule. Oui, il n'y a pas de règle. En fait, tu t'adaptes. Il n'y a pas de règle pour le même individu, parce que chaque fois que tu viens au cabinet, tu n'es plus le même en fait. Ton historique, Tu viens pas tout à fait pour le même problème. tu viens pas tout à fait pour le même problème, ton historique est différent, ton vécu est déjà différent, et alors il y a encore moins de règles entre deux patients. Donc tu adaptes ta réponse et tes conseils, tes préconisations à chaque situation. Il n'y a pas voilà, c'est pas répétitif, quoi. Ouais, c'est pas, il est venu chez moi, 48 heures, il fait rien. Voilà. Non, ça. Ça dépend des fois. Et il y a des fois, effectivement, je vais te dire, non, tu fais pas repos complet, quoi. Tu vas faire quelque chose. Parce que c'est mieux. C'est mieux que ça bouge un peu. C'est mieux que ça bouge un peu, exactement. Et d'ailleurs, ça c'est valable dans beaucoup de situations. On commence même à le comprendre d'ailleurs, même en milieu, Oui, parce que milieu souvent on a peur de médical bouger, tu classique, vois, après mais- la séance. On se dit, je vais abîmer le travail qu'il a fait. Ouais, alors que en fait, parfois c'est intéressant d'aller remettre de l'information tout de suite par-dessus une séance, de façon à ce que ce qui a été comment dire, travaillé puisse s'ancrer et être stabilisé en fait par une pratique adéquate derrière. Donc, c'était ma question. Après, tu vois, tu l'avais anticipé encore. La fois où je suis venu te voir plusieurs fois, donc je m'étais cassé la rotule. Ouais. C'était un peu compliqué. Grand raid de la Réunion. Ouais, ça t'est. Et une fois que l'os était complètement Consolidé. recollé, consolidé, je suis venu te voir. Et là, en fait, c'était terrible parce que j'avais enlevé la telle, j'avais attendu encore 6 semaines que l'os soit consolidé. Et au bout de 12 semaines, malheureusement, ça bougeait plus comme avant. Et je me disais, mais en fait, je vais pas reprendre à courir tout de suite du tout. Et là, il a fallu que je vienne te voir plusieurs fois. Est-ce que tu te souviens Oui. pourquoi j'ai été obligé de venir plusieurs fois? Oui, complètement, parce que l'immobilisation du genou, la perte d'amplitude articulaire que 12 semaines. Hein. que ça avait généré, avait complètement fibrosé les tissus autour de ta rotule. Et donc, en grande partie, en fait, tout le jeu de glissement, de coulissement qu'il y a entre le tendon quadricipital, le tendon rotulien, s'en attache sur le haut du tibia, et tous les fascias qui se prolongent au-dessus et en dessous de ces fibres-là. Et tout ça, en fait, était complètement rétracté, à la fois par l'inflammation qui avait perduré, et par le fait que c'était immobilisé. Et c'est cette absence de mobilité qui avait complètement sclérosé la région. Et donc, il a fallu 3 ou 4 séances très, très toniques sur la zone. C'était ça. Pour arriver à défibroser dans un premier temps et redonner l'intégralité de l'amplitude articulaire du genou. Et rendre à la rotule sa faculté de glissement dans la gorge du fémur derrière. Et est-ce que j'aurais pu mieux faire, tu vois, pour cette fracture de la rotule? Je crois que je suis venu te voir assez tard quand même. Ouais, alors en fait, j'ai un discours qui est souvent un peu à contre-courant dans ce domaine-là. Alors moi, je me le suis appliqué à moi-même sur des blessures. Autant que possible, évidemment, quand il y a une fracture ouverte, que ça nécessite une consolidation, on ne va pas s'amuser à ça, évidemment. Mais autant que possible, on essaye le plus vite possible de remobiliser. Ça, c'est impératif. La remobilisation dans la limite de la douleur, qui est quand même une info importante à retenir et à prendre en compte, parce qu'en fait,
Le phénomène douloureux s'accompagne toujours d'un phénomène inflammatoire, et donc il faut limiter l'inflammation. Mais dans la limite de la douleur, en fait, il faut remobiliser le plus possible. De manière douce, évidemment, sans choc, mais il faut remobiliser. Et alors, pourquoi il faut tenir compte de cette douleur? Parce qu'en fait, l'inflammation chronique génère de la fibrose. Et donc, il faut vraiment... Alors, on est un peu sur le fil du rasoir, hein, c'est-à-dire qu'on veut éviter la fibrose en remobilisant. En même temps, on ne veut pas aller à la douleur pour ne pas générer d'inflammation et pas amplifier la fibrose. Voilà. Donc, en fait, il faut se tenir dans la fourchette qui permet une mobilisation sans douleur. Et comment t'avais fait? Parce que toi, t'es tombé en vélo il y a 2 ans, là. J'avais même pas fait attention, on en reparlait tout à l'heure. Du coup, comment t'as fait? Parce que tu pouvais pas c'était tombé fort, hein, plus de 50 km/h. Ouais. Donc tu pouvais pas t'auto-manipuler. Comment t'as fait? T'es allé voir un confrère? Alors oui, en fait, j'ai la chance d'avoir eu, alors qu'il était tout jeune ostéopathe, ostéopathe débutant, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Grégory Nantermoz. Ah oui, il est plus du tout débutant maintenant. Non, il était kiné depuis longtemps déjà, mais en fait, au début de sa pratique ostéopathique, il est venu bosser avec moi. Oui. Et donc, en fait, j'ai essayé de lui transmettre le maximum de ce que je pouvais lui transmettre. Et en fait, il bosse super bien, donc il m'a pris en charge très rapidement derrière. Et puis, je crois dans le 2 jours ou 3 jours après la chute et la sortie de l'hôpital. Et ensuite, j'ai dû le voir 2 fois, rapprocher. Et moi, j'ai refait, malgré les douleurs et les gênes, en fait, j'ai refait très très vite du vélo pour remobiliser en fait et éviter que la zone cicatricielle se rétracte et se fibrose. Voilà. Ok. Et comment... toi là, je viens sur un autre problème. C'est donc sur moi, c'est par exemple au niveau des chevilles. Ouais. T'es sans arrêt en train de me débloquer les chevilles. Bah oui, mais le mec qui s'enquille 8000 de D plus D moins par semaine. Non, pas tout le temps. Comment tu veux faire pour pas avoir les chevilles qui ramassent un peu? Non, mais là, on touche les limites du sport de haut niveau, peut-être. En fait, il faudrait faire beaucoup moins, mais du coup, bah, jamais avoir oui, alors ce souci. En fait, on s'est aperçu. J'ai lu il y a pas longtemps une petite étude qui a été faite sur l'arthrose dans la population. Ouais. En gros, chez les individus sédentaires, l'arthrose à, je sais plus si c'est à 50 ou 55 ans, ça touche 10% de la population. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais en fait, l'arthrose avérée, c'est-à-dire diagnostiquée, etc. Ah, c'est des gens qui ont mal. Voilà, c'est des gens qui ont mal. L'arthrose chez le coureur à pied sportif, alors pas de haut niveau, mais chez le coureur à pied régulier, ça ne touche que 3% de la population. Ah oui, parce qu'il a plus bougé. Exactement. Mais il est resté dans une zone relativement confortable. Exactement. Et l'arthrose chez le coureur élite de très haut niveau, ça touche 8 à 10% des pratiquants. Donc en fait, on n'est pas plus... Ah, du coup, il revient sur le sédentaire. Voilà, exactement. Donc en fait, il n'y a pas de grosse différence. Donc ce qui veut dire que celui qui prend soin probablement d'avoir une alimentation adéquate et des soins réguliers, alors chez l'ostéo ou chez le chiro ou je ne sais qui, enfin celui qui te convient bien. Alors on va revenir sur le chiropracteur. Eh bien, il diminue probablement nettement ce pourcentage de 10% là, et il se rapproche probablement de celui des 3%. D'accord, ouais. Et mais du coup, qu'est-ce que je pourrais faire moi, par exemple, au quotidien pour que mes chevilles elles se bloquent moins, mais en partant du constat que je continuerai mon entraînement. Il n'y a peut-être pas de solution. Hein, Alors là, j'ai pas de réponse comme ça. Je peux juste émettre que des hypothèses là-dessus. Peut-être que c'est dû à des postures que tu peux avoir au quotidien quand tu cours pas, quand tu es chez toi, par exemple, tu vois. Très souvent, enfin moi, beaucoup des patients que je vois,
ont une posture qui les déséquilibre vers l'avant. Alors Ouais. ça, c'est notre mode de vie moderne, hein, c'est-à-dire qu'on est très souvent assis, en plus souvent face à un écran, quand c'est pas un écran de téléphone avec la tête baissée, penchée en avant. Donc on a tendance à rétracter nos chaînes antérieures, Mhm. et du coup quand on est debout, on met les chaînes postérieures en tension et les chaînes antérieures étant rétractées. Eh bien, ça vient tirer fort sur toutes ces structures articulaires et en particulier sur le pied et la cheville. Ah oui, puisque lui, il fait un angle, quoi qu'il arrive. Exactement. Et donc, quand tes appuis en fait sont décalés sur l'avant du pied, le médio-pied, eh bien, ça vient vraiment tirer très très fort sur la cheville. Et ça peut être une des raisons qui font que les chevilles se bloquent régulièrement. Il n'y a pas que chez toi que je le vois, hein, de toute façon. Ok. Ouais. Du coup, tu disais où le chiropracteur. Oui, ou l'éthiopathe, ou enfin, le praticien qui te convient bien, quoi. Pourquoi ça a un autre nom? Alors, Quelle est la différence? à la base, Éthiopathe, il n'y en a pas l'histoire- beaucoup. Hein. Ouais, non, mais en fait, les éthiopathes, c'est vraiment, éthiopathie et ostéopathie, c'est la même chose. C'est vraiment juste des ostéos qui sont partis un jour en Suisse, parce qu'ils étaient en guéguerre sûrement avec leurs potes français, et ils ont créé, en fait... ils ont Au niveau de inventé la une formation autre- scolaire, tu veux dire? Au départ, c'était exactement la même chose. En fait, voilà. Par contre, la chiropraxie, à la base, c'est quand même assez différent. On travaille aussi sur l'articulation, mais au départ, les chiropracteurs travaillaient uniquement sur les deux premières vertèbres cervicales, C1, C2. Ah bon Atlas, Axis. Ils faisaient que ça. Ils considéraient que en rééquilibrant l'articulation entre l'occiput et C1 et entre C1 et C2, on rééquilibrait l'ensemble des fonctions du corps. Ah ouais. Alors, on rééquilibre beaucoup de choses. Moi, personnellement... Tu m'as manipulé d'ailleurs. tout à l'heure, tu as vu, ouais. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de patients chez qui je ne travaille pas sur ce qu'on appelle l'occiput, on appelle ça C0. C0, C1, C2, sur ce trépied-là, qui est très très important pour beaucoup de fonctions, en particulier toute ta posture. Comme je l'expliquais, tu sais que si jamais tu bascules un peu vers l'avant, eh ben, inévitablement, en fait, tu vas avoir cet ensemble-là, C0, C1, C2, occiput, C1, C2, qui va être verrouillé dans une position qui est pas fonctionnelle. Et souvent, à partir de là, il y a d'autres types de dysfonctions qui vont s'installer. Il faut savoir que, par exemple, ton nerf vague, tu as déjà eu un malaise vagal? Oui, Que c'est 2 fois. Ouais. Voilà. Et ben en fait, le malaise vagal, il est dû à une décharge très importante du nerf vague, qui est le 10e nerf crânien, qui sort du crâne juste au niveau là de cette articulation C0, C1, en fait, entre l'occiput et C1 et C2. Et quand tu as des tensions qui sont trop importantes à ce niveau-là, en fait, ça va modifier très légèrement, mais suffisamment pour que ça en modifie la fonction. Ça modifie très légèrement donc la physiologie du nerf vague. Donc ça peut altérer ta digestion, la gestion de ta fréquence cardiaque, ton sommeil. Ah oui, quand même. Et ben, tu vois, par exemple, tu as entendu parler peut-être des techniques de cohérence cardiaque, de respiration au carré. Oui, Et ben, tout ça, c'est des techniques qui vont avoir pour but de normaliser la fonction de ce nerf vague, en fait, du système parasympathique. D'accord. Voilà. Petite info, ce nerf, en fait, il part du crâne. Il relie le système digestif et le cerveau, en passant par le système cardiovasculaire, cardiaque et pulmonaire. Et en fait, c'est un nerf qui est né au niveau du système digestif et qui est remonté au niveau cérébral plus tard. Et donc, quand on dit l'intestin est le deuxième cerveau, en fait, c'est l'inverse. Le premier cerveau, c'était dans l'intestin, et c'est remonté ensuite. Ah ok. Ouais. Ah c'est marrant. Petite anecdote. Il y en a, ils se servent plus trop du premier cerveau. Enfin, il y en a beaucoup, ils se servent pas non plus du deuxième. Ouais, Tiens, un peu plus rigolo. Est-ce que tu as des anecdotes de déblocage un peu magiques? Alors, moi j'en ai une, mais c'était pas avec toi. C'était quand j'étais beaucoup plus petit, parce que j'ai commencé à venir te voir, j'avais 24 ans. Et donc à 18 ans, j'avais une douleur dans le talon d'Achille en vélo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Donc évidemment, là, c'était l'époque où je comprenais rien à rien. Je me levais le matin, je bouffais des creuslis avec du lait. Je revenais d'une sortie, je m'enfilais un plat de pâtes. Enfin, c'était monstrueux. Une fois, j'avais mangé 800 grammes de gnocchi d'un coup.
Et du coup, j'avais mal à ce talon, je vais voir un médecin, il me dit, bah vous avez une tendinite au talon d'Achille. Ouais, forcément, tu sais, t'as mal au talon, mec. Il avait déjà mis la bonne étiquette, c'est bien. Ouais, non mais... et du coup, il m'avait... Alors lui, c'était un fou, il m'avait strappé, il m'avait mis des béquilles. Il m'avait dit, bah faites 10 jours avec les béquilles et le strap. Et vu que vous l'aurez pas du tout utilisé, il se sera réparé et ça ira mieux. Tu m'étonnes. Attends, bah, du coup, j'ai fait ça. Hop, au bout de 10 jours, j'enlève tout le bordel, je refais un tour de vélo, putain, j'ai mal pareil, quoi. Bah dans oui. le talon, pareil. Alors, je te pose juste une question, là, je t'interromps 2 secondes. Ta voiture, elle fait un bruit bizarre. Tu vois, imagine Ouais, ta tu voiture, m'as elle fait fait un bruit peur bizarre. parce que la dernière fois que je suis venu chez toi, il y avait eu un problème justement. Imagine ta voiture, elle fait un bruit bizarre. Ouais. Si je te dis, tu la mets au garage 15 jours, et tu verras quand tu vas la reprendre, elle sera nickel. Ah ouais. Est-ce que tu me prends pour un con ou, Bah, ça dépend. ou tu te dis, il se fout Si- de ma gueule Si ou... tu la touches pas, je vais avoir un doute quand Tu vas même. avoir un doute. Donc là, qu'est-ce que t'as fait en fait quand t'as fait ça? Bah, Ouais, t'as fait c'est ça vrai. en fait, t'as juste fait ça. Ouais, mais C'est-à-dire que... je comprends quand même, tu vois, t'arrêtes de solliciter la zone, peut-être du coup elle Mais va aller non. un peu mieux. En fait, la zone... En fait, si c'était un problème Mais c'était pas ça. de physiologie globale, Ouais. t'aurais pas juste une tendinite sur celui-là. T'aurais des douleurs un peu partout, à gauche, à droite, ouais, machin, etc. Tu vois. Alors que là, si t'as mal à un endroit précis Ah ouais, et ouais, nulle si part tu ailleurs, pouvais mettre le doigt dessus. forcément, c'est pas un problème de métabolisme interne, c'est un problème de mécanique pure et dure. Et du coup, alors, je sais plus comment on est arrivé là, mais j'avais galéré un petit moment quand même. Et j'en étais venu à me dire, tu sais, moi c'était l'époque où si j'allais pas rouler le lendemain, c'était gravissime. Ouais, Tu ouais, vois, en vélo, tu c'est- culpabilisais, ouais, bien sûr. Alors là, on avait dû atteindre 2 semaines sans faire de vélo. Je me suis dit, ça y est, l'année est foutue. Ouais. Et je sais plus, ma mère m'a emmené chez son ostéopathe du moment, puis il était tombé à la retraite l'année d'après, par exemple. C'était Henri Varziglova. Ah, Varziglova, oui. Je sais pas si t'avais entendu parler, tout à fait. un ancien perchiste, un grand monsieur. Je sais pas qui était perchiste, mais je connais Si, son il nom, était ouais. perchiste, ouais. Bah, vu sa taille, c'était facile. Hein. Et donc, lui était arrivé. Alors, lui, attention, lui, il parlait pas beaucoup. Hein. C'était un foiré. Et il m'avait manipulé la cheville, tac, puis il m'avait dit, je sais plus, je crois qu'il m'avait dit, ouais, allez-y, maintenant, allez essayer demain. Je m'étais dit, mais il est fou, ça fait 2 semaines que j'ai mal, enfin, plus que ça. Il est fou, je vais pas aller faire du vélo demain. Alors, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même y aller pour lui faire plaisir, puis après, je le rappellerai pour lui dire, ah bah, tu vois, il fallait pas que j'y aille. Et je suis allé faire du vélo le lendemain, et putain, j'avais plus rien, quoi. Et voilà. Alors ça j'ai appelé ça le déblocage magique. Ouais, et ben alors tiens, je te montre un truc. Est-ce parce que t'as je- des autres anecdotes? Eh ben en fait, je l'ai reçu ce matin, c'est Myriam, Oula, c'est tout Myriam frais. ma femme, qui m'a envoyé ça par texto tout à l'heure, parce qu'en fait, elle a dû tomber sur... voilà, ça c'est une patiente que j'ai vue... Ah ouais. je l'ai vue... Je suis rentré dans le vendredi. cabinet toute tordue avec de fortes douleurs. Je suis ressorti droite comme un i. Ah ouais. Putain. C'était vendredi, ça. Qu'est-ce qu'elle avait un peu? C'était à cause de la vie active ou d'un sport ou... Ouais, sa vie à elle, en fait, elle est très sportive, c'est une femme qui fait beaucoup de fitness et... Ah oui, comme tu commences à manipuler un peu des charges aussi, des fois ça Bah, part voilà, un peu. Et du coup, je pense qu'elle avait dû faire des exercices un petit peu au-delà de sa capacité à encaisser c'est du vite moment, fait. quoi. Et et puis ça sur un corps qui était probablement un peu déséquilibré depuis quelques temps. Alors ça, c'est une dame que je vois une fois tous les 2 ans ou 3 ans peut-être, tu vois. Puis là, elle s'est dit non mais là, je peux plus faire comme ça, donc maintenant, je viendrai une fois tous les 6 mois. Ok, ouais. Voilà. Ouais, ça va. Et ah oui, donc elle, c'était magique pour le coup. Ouais, bah tu vois, j'invente pas, hein, voilà, Ah oui, c'est la vie. C'est la vie Google. C'est la vie Google, Et ouais. voilà. C'est important ça. Et t'as des grands champions un peu de trail et tout, parce que c'est les trailers qui vont nous écouter, qui sont venus te voir, je sais pas, 3 jours d'une course, ils avaient Ah bah un problème majeur. alors la séance qui La m'a semaine avant l'UTMB, non, c'est la folie là. Ouais, exactement. Ça Et la séance qui m'a le plus fait plaisir, enfin qui m'a rempli de joie, c'est celle qu'on a faite avec Xavier. Ah bah oui, Xavier, je connais beaucoup. 2 jours ou 3 jours avant l'UTMB 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il a gagné là. Ouais. Et là, je crois qu'il m'appelle. On se. Écoute, la prépa était super, ça s'était super bien Tu passé. le suivais pour l'entraînement, Xavier? Ouais, oui. Tu Alors lui là, donnais des conseils? là, non, c'était vraiment pour l'entraînement. Là, vous vraiment, aviez vraiment fait en Ah sorte. oui, c'était vraiment. Ouais. Enfin, ça faisait 7 ans, 8 ans qu'on bossait vraiment de façon très carrée. Et d'habitude, avec Xav, en fait, la façon de procéder, c'est. Moi, je lui donne un schéma d'entraînement. Ouais. Et puis, lui, il fonctionne dans ce schéma, un peu à sa guise.
Sauf à l'approche des objectifs, où là, en général, c'est- dans les 3-4 semaines, voire un mois et demi, les 6 semaines qui précèdent l'objectif, là, on est beaucoup plus carré. Et là, c'est d'accord, ouais. là, séance par séance. C'est intéressant de voir qu'il y a 2 méthodes au cours de l'année. Ouais. Comme ça lui permet en fait de pas se prendre la tête. Il sait qu'il a telle et telle chose à faire. Et puis voilà, il gère avec. On a appris à fonctionner avec la VFC depuis longtemps. Oui, Ça, c'est super important. Ouais, Et donc, c'est- ça lui permet, lui, de gérer sa fatigue globalement correctement grâce à ça. Il sait qu'il a tel ou tel type de séance spécifique à faire. Et après, autour de ça, voilà, il fait à sa sauce. Et puis, dans les 6 semaines qui précèdent une course, en général, là, on fait séance par séance. C'est vraiment hyper cadré. Là, il rentre dans le mode vraiment course et on fait à la séance en fonction de la VFC du matin. Et donc tout se passait super bien. Je crois que c'était après la Hard Rock 2018 où il aurait dû gagner cette Hard Rock facilement. Il a Et, fait 140 bornes. Ouais, il s'arrête. En fait, il Oui, l'arrête c'est- à 20 km de l'arrivée. l'histoire alors de qu'il- la gourde Ouais, d'eau. l'histoire de la gourde. Enfin, Fameuse. non, même pas du bisou à sa femme et d'une gorgée d'eau bu comme ça. Ouais, en même temps, voilà, oui, un il peu. prend une gorgée d'eau et Ah, puis je- voilà. Et là, le mec. Enfin, Il voilà. c'est vrai que t'es dans la pampa, tout Mais ça. oui, voilà, bon, tu prends une gorgée tu fais d'eau. pas, en fait, tu fais plus gaffe. tu quoi. fais plus gaffe, T'as voilà. plus l'impression Puis d'être surtout, en il course. avait 50 minutes d'avance, Ouais, plus que ça. ou même plus, 1h30 Ouais. peut-être. Enfin bon, Il y a course, l'Hard Rock, il n'y a pas beaucoup de favoris, il me semble, cette année-là. la course était pliée, quoi. Et donc, on remet en place une prépa après cette course-là. Et puis tout se passe super bien. Et d'un coup, à 10 jours de la course, plus rien du tout, mais plus rien, plus de sensations. Physiquement Physiquement, quoi. Les jambes lourdes, incapables d'avancer. Et là, la VFC était pas si mauvaise et tout. Il commence à bien récupérer au niveau VFC, donc je comprenais rien du tout. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, c'est l'Hard Rock, il est cuit. Mais même pas, parce Mais qu'en c'était fait, pas ça. on avait fait un bloc d'entraînement. Il avait fait la Frison Roche ici. Ah oui, Et, oui, euh, je me souviens. Et il C'est était chaud. parti, direct avec son camping-car au sommet de l'Isran Ouais. pour faire de 3 l'altitude. semaines. Voilà, exactement. Pour faire les dernières semaines là-haut. Sauvage, 3 semaines. Et en fait, tout était super bien, quoi, nickel. Et d'un coup, plus rien, enfin, je veux dire, il était au ralenti. Et alors, il n'était pas avec moi, donc on s'appelle et tout. J'essaye de comprendre. Et là, je me dis, putain, je suis sûr qu'il y a un problème, il y a un problème sur l'axe entre crâne et sacrum, un problème d'énergie qui passe plus. Donc il vient à la maison, il passe le jeudi, je crois que c'était le jeudi, ouais. Non, le mercredi, il vient à la maison. Sur la route pour la En Cham. descendant à Cham, exactement. Et on fait une séance qui a duré 1h30. Ah ouais, quand même. Ouais, 1h30 la séance a duré. c'est long. Il était en vrac complet. Parce que tu l'avais pas revu après l'Hard Rock. Je l'avais revu juste après la Hard Rock, mais je l'avais plus revu après. Et ce que j'ai compris après, c'est que le stress que ça lui a infligé, Ah, de se faire ben, éliminer. eh ben, il s'est noué. Mais Stress vraiment, émotionnel. ah ouais, exactement. Les émotions négatives l'ont impacté terriblement, et il était complètement noué. Mais Ça, complètement. on en a pas parlé, on a parlé que du sport, mais il Ouais. y a ça aussi. Exactement. Le stress que tu subis. Et du coup, on a fait une énorme séance là. Et quand il est descendu de la table, je lui ai dit, écoute, mets tes baskets, tu vas dans la rue, tu vas faire 300 mètres. Tout de tu reviens suite. Tout de suite. Tu me dis comment t'es. Et là, je l'ai vu rappliquer, il est revenu, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ah ouais. Et voilà, on a compris que c'était bon, quoi. Ouais. Et la course, elle s'est passée idéalement ce jour-là. Enfin, voilà, 2 jours après, il a fait un UTMB top. Ah ouais, il gagne, comme d'hab. Bon, là, on n'avait pas fait le col des pyramides calcaires et la montée à tête au vent, mais il était dans ses chronos habituels, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, Xavier, on sait quel chrono il va faire. voilà, c'est ça. Enfin bon, plus maintenant, il est toujours un peu... Donc voilà, ça c'est la séance, ouais. la séance fabuleuse, quoi, qui m'a laissé qui m'a fait le plus plaisir. Ok, ouais. Tiens, il me restait 2-3 petites questions, elles sont toutes petites. Justement, le petit coup d'ostéo avant la course, c'est une mauvaise ou c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Ah ouais. C'est une très bonne si idée. on se rapproche. Bah toi, regarde, toi, t'es à combien là? J-4. J-4. Ouais. 3,5 si on Ouais, compte un 3,5 peu. même, tu vois, et ça sera nickel. Ok, ouais. Pas Ouais. de danger particulier. Aucun danger. Par Surtout, contre, il faut que le praticien soit au courant. alors, il faut qu'il soit au courant. 2, si c'était pour faire un 5000, Là, je te éventuellement. dirais,
s'il y avait une urgence parce que tu es blessé et que tu puisses pas faire ta course, évidemment je te prendrais. Mais j'aurais pas bossé sur tout l'axe comme on l'a fait tout à l'heure, en bossant, tu vois, C0, C1, C2, le sacrum, le diaphragme. Oui, parce que là, déjà, si je veux aller à 15 à l'heure sur le plat... Voilà, et puis la course, elle est suffisamment longue pour que, tu vois... Ouais, puis je pars plus vite. Ouais. Enfin, moins vite maintenant. Moins vite, c'est ça. Voilà, Tu pars moins vite. intelligemment. Exactement. Ok, ouais. Et du coup, la même question, mais à l'envers, l'ostéopathie après la course. Bah aussi. Alors quel va être le but ici? Parce que souvent le coureur, une fois qu'il a fait la course, il s'en fout. Hein. Tu sais, il va bouffer une pizza, il se couche à pas d'heure. Le lendemain, alors en fait, il va pas se mettre à fumer, mais tu vois, il n'y a s'en pas fiche. d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais enfin, moi très régulièrement, j'ai vu Xav 2 jours ou 3 jours avant l'UTMB et je l'ai vu le lendemain de l'UTMB, tout le temps. Et en fait, t'as autant de boulot après qu'avant. Ah bah oui, bien. t'as fait 170 bornes. Bah oui, évidemment. Ouais. Alors donc, t'es pas obligé de faire la séance tout de suite après la course, mais par contre, très régulièrement, si tu fais pas ça, la reprise, elle va être pénible. Ah oui, tu peux traîner un truc. Donc, moi, souvent, ce que je préconise, c'est de faire la période off, de faire 2-3 footings de reprise pour aller bien sentir quels sont les petits points qui coincent, etc. Comme ça, on met tout de suite le doigt sur ce qui va vraiment pas. Ah oui. Et du coup, on va direct au but. Donc le conseil, c'est pas de se jeter chez l'ostéo Non. le lendemain, Non, c'est de se reposer. Voilà, on se repose, on laisse désinflammer. Ouais. Le corps retrouve un état inflammatoire correct, on va dire. Ensuite, on se remet à sa pratique, Voilà. pour le plaisir ou pour préparer autre chose. Exactement. Et là, si on sent qu'il y a un truc, on n'hésite pas. Et c'est ça, exactement. Ok. Et moi j'ai tout fait, Benoît. Est-ce que tu vois des trucs que j'aurais oublié de te demander qui te paraissaient très importants? On pourrait en parler des heures encore, mais non, mais c'est bien, on a fait un bon Bah oui, petit... on pourrait creuser un peu. on pourrait creuser un peu nutrition. Non, mais il y a... Il faudrait que tu nous invites en même temps avec Seb. Alors. Ouais, exactement. On pourrait faire une table avec Seb ça puis serait sympa. avec Patrick, comme ça on a les 3 volets. Exactement. L'entraîneur aussi. Ouais. Alors là, si un jour on fait ça, c'est exceptionnel. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Parce que Seb, on peut l'attraper, mais enfin, toi et Patrick, vous êtes quand même des sacrés oiseaux. Hein. Je te remercie, Benoît. Puis, avec grand plaisir. Si jamais ça éveille des curiosités pour une version 2, on manquera pas de noter des trucs plus pointus. Ah ouais, avec plaisir, encore une fois. Bon, salut Benoît. Salut Hugo, à bientôt, ciao. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.